Il y a une semaine, on se demandait si ces ATP Finals allaient vraiment ressembler à ce qu'ils sont censés être, le grand rendez-vous de fin de saison, celui où les 8 meilleurs joueurs de l'année se rentrent dedans dès le premier match jusqu'au dernier. Sur le papier, pourtant, l'édition 2025 semblait un petit peu bancale, avec 2 géants clairement au-dessus, des poursuivants difficiles à situer. Cette impression que le tournoi serait peut-être un petit peu moins dense que d'habitude. Maintenant que tout est terminé, la question est toujours là, mais elle est beaucoup plus intéressante. Parce que cette semaine n'a ni totalement confirmé ses doutes, ni vraiment prouvé le contraire. On a vu des choses attendues, d'autres qui l'étaient beaucoup moins, des joueurs qui ont tenu leur rang, d'autres qui nous ont surpris, et quelques signaux bons ou mauvais qu'on n'avait pas forcément anticipé. Alors dans cette vidéo, on ne va pas tirer des conclusions rapides, on va simplement revenir calmement sur ce qui s'est vraiment passé à Turin. Et essayer de comprendre ce que ce tournoi dit de cette fin de saison et du tennis de 2025. On va donc repartir du début et revenir rapidement sur tous les matchs de la semaine, histoire de comprendre comment les dynamiques se sont mises en place. Et on attaque avec les phases de poule. Le premier match, c'était Carlos Alcaraz contre Alex de Minaur. Et à la fin, on a une victoire de l'Espagnol en 2-7, 7-6, 6-2. Et on a eu un premier set où on a vu 2 profils de joueurs similaires, excellents à la relance, mais où c'est un petit peu plus compliqué sur leur engagement avec des breaks et des débreaks. Et comme souvent, on a eu un Alex de Minaur qui s'est retrouvé dans cette position d'attente, qui subissait un petit peu les agressions de son adversaire. On sait que c'est un excellent défenseur, mais qu'il peine avec ce manque de puissance à lui faire le point, à lui vraiment faire reculer son adversaire, là où Carlos Alcaraz excellait, notamment avec ses décalages coup droit et également son revers long de ligne qui a fait des dégâts. Et clairement, la créativité et la puissance de l'Espagnol a fait la différence contre de Minaur. Ça a été accroché sur ce premier set, mais derrière, vraiment, la sentence a été irrévocable avec un deuxième set beaucoup plus net de la part de l'Espagnol. Ensuite, avec ce micmac sur les premiers jours du mélange des groupes, étant donné que jusqu'au samedi soir, on ne savait pas Djokovic, Musetti, etc. Le deuxième match, ça a été Zverev contre Shelton, où l'Allemand s'impose 6-3, 7-6. Et là, clairement, on a eu une représentation du déséquilibre entre les deux joueurs. On sait, Alexander Zverev, il a cette arme un petit peu anti-gaucher, où il perd très rarement contre cette typologie de joueur parce qu'il a un excellent revers. En plus, voilà, il retourne très bien, ce qui fait qu'il arrive à bien pénétrer et casser justement les problématiques que peut poser Ben Shelton au service. Et on a un Américain qui a eu du mal à connecter 3 neurones pour vraiment contrôler. Il était dans l'agression permanente, il en faisait beaucoup trop. Et ça, Alexander Zverev, qui a souvent une position passive, on a profité en attendant les fautes de son adversaire. Et surtout dans ces conditions indoor, il arrive quand même à très bien servir. Parce que là, l'Allemand, dès le premier set, il a clairement ciblé la seconde de Ben Shelton. Et là, dans le second set, on assiste à un match de serveur où chacun va tenir sa mise en jeu. Ben Shelton, qui aurait pu emmener ça dans un troisième set, sachant qu'il y a un petit passage à vide de l'Allemand, toujours vulnérable sur son compartiment coup droit. Mais là encore, Ben Shelton n'a pas réussi à en profiter. Entre faute directe, retour manqué et incapacité de tenir l'échange. Et là, c'est vraiment une dynamique du match-up où Zverev, il a tout ce que Shelton n'aime pas affronter, un service solide, un contre redoutable et la patience pour le laisser s'épuiser. Fritz Musetti, ça a fait 6-3, 6-4 pour l'Américain avec un score qui est un petit peu trompeur parce qu'on peut se dire que ça a été un minimum accroché. Or là, on a clairement vu un Taylor Fritz très offensif dans ces conditions rapides qui lui vont à merveille face à un Musetti qui commençait un petit peu à couiner physiquement. Forcément, il a vu cette grosse finale perdue à Athènes. Derrière, il doit renclencher chez lui à Turin pour sa première participation. C'est jamais évident. Parce que dans ce type de match, ce qui fait la différence, c'est clairement les intentions offensives. Et là, Taylor Fritz, il est bien meilleur que Lorenzo Musetti avec son service. Également, ses transitions vers l'avant, on l'a vu conclure pas mal de ses points au filet. Et on rajoutera que dans ce match, le revers de l'Américain a été extrêmement solide. Sinon, Roger Aliassime, qui était la finale du Rolex Paris Masters, ça fait là encore une fois une victoire en 2-7 de la part de l'Italien, 7-5, 6-1, où on a eu un match un petit peu frustrant, étant donné que le premier set, il était quand même vachement prometteur, peu d'échanges, beaucoup de puissance, Sinner qui était solide sur son service, et le Canadien qui arrivait quand même à s'accrocher avec un coup droit un petit peu irrégulier. On a un Yannick Sinner qui va manquer quelques occasions
pour breaker. Et on se dit, bon, on va avoir un match quand même avec du suspense, un petit peu comme la finale de Bercy où le Canadien avait été loin d'être ridicule. Mais il y a eu cette gêne au mollet du Canadien qui s'est réveillé à la fin du premier set. Et ensuite, tout s'est un petit peu effondré. Moins de mobilité, des appuis fragiles, un service en souffrance. Et là, on a un Italien qui n'en demandait pas tant et qui a totalement déroulé pour s'imposer en 2 manches. Alcaraz-Fritz, qui était le match de ces phases de poule, avec une victoire de l'Espagnol à l'arraché, 6-7, 7-5, 6-3. On a vraiment eu une excellente intensité avec un très bon niveau de jeu. Fritz, dans ses conditions rapides, avec son jeu ultra offensif, il peut faire mal à Carlos Alcaraz, et ça a été le cas. Il a été ultra agressif, précis, dominant également dans ses échanges linéaires et également irréprochable sur sa qualité de première balle. Il étouffait Alcaraz sur ses secondes. On sentait vraiment qu'il était bon, qu'il était là, présent également en défense. On a un premier set qui le revient au tie-break. Mais ensuite, on a un Espagnol qui va faire le dos rond, qui ne va jamais lâcher parce qu'il y a eu des moments critiques. Il y a eu ce jeu à 2 partout au deuxième set. Ensuite, ce jeu à 4 partout. Voilà, il y a ce passing monumental qu'on retiendra. On retiendra également cette volée de Fritz qui est facile et qui rate. Ce qui fait que c'est des petites erreurs, mais que derrière, elles sont décisives pour la suite de ce match. Et dans le troisième set, Alcaraz va commencer à prendre le dessus. La dynamique s'inverse. Il y a une baisse physique de l'Américain, une perte de lucidité. Et logiquement, c'est Carlos Alcaraz qui fait la différence. Mais ça a été un match vraiment très intéressant. Taylor Fritz, la seule victoire qu'il a contre Carlos Alcaraz, c'était en Laver Cup. On se disait, est-ce que c'est représentatif, pas représentatif? Et là, franchement, il a vraiment fait un très bon match. Bon, derrière, on va le voir, ça lui coûte un petit peu sa place pour son troisième match. Mais pour Carlos Alcaraz, elle était importante. Cette victoire est déterminante également par rapport aux enjeux qu'il avait sur cette place de numéro 1 mondial. Musetti de Minor, légère surprise, une victoire en 3-7 de Musetti. 7-5, 3-6, 7-5. On a eu un face-à-face entre la fatigue vraiment de l'Italien et la nervosité d'Alex de Minaur qui n'avait jamais gagné de match aux ATP Finals. Le premier set qui a clairement été à l'avantage de Musetti, beaucoup plus propre, plus créatif, plus tranchant, qui impose son rythme à son adversaire. Et petit à petit, on va voir de Minaur qui va commencer à profiter un petit peu de la fatigue de Lorenzo Musetti. Ça va clairement se faire ressentir dans le deuxième set. Et là, dans le troisième, on est parti dans la dimension mentale. On se dit, de Minaur, c'est bon, il va avoir cette première opportunité de gagner un match aux ATP Finals. Et sur chacun de ses engagements, on sentait cette pression qui pesait lourd sur ses épaules. Et petit à petit, il va devenir de plus en plus passif. Et là, il va se crisper au moment de conclure. Alors que là, Musetti, lui, porté par son public, va vraiment avoir un second souffle et va faire parler son talent naturel pour renverser ce match. Auger-Aliassime, Shelton, encore un match étrange qui fait 4-6, 7-6, 7-5 pour le Canadien. Un match décousu qui n'était pas forcément très agréable à regarder. Où le premier set, on se dit, oulala, Auger-Aliassime qui passe totalement à côté, ses craintes physiques par rapport à ce qu'on avait vu dans son premier match. Et petit à petit, qui va revenir et grignoter un petit peu le cerveau de Ben Shelton. Parce qu'au démarrage, Auger-Aliassime, il va clairement manquer de constance sur son premier coup de raquette, sur son service. Et derrière, dès qu'il va se stabiliser, il va clairement faire la différence dans l'échange face à un Ben Shelton encore un petit peu trop foufou, qui a cette grinta, ce jeu explosif, mais qui a quand même des failles dans l'échange, le revers, le retour. Il essaie d'être plus offensif, de monter au filet, mais ça manque un petit peu de construction. Là où Auger-Aliassime avait une direction beaucoup plus claire, et on l'a vu, ça a clairement fait la différence. Et derrière, c'est l'élimination de l'Américain. Et cette élimination, ça met fin à la saison de Ben Shelton. Son année n'a pas été mauvaise parce qu'il gagne ce premier titre en Masters 1000. Il a quand même souvent été battu en Grand Chelem par Alcaraz ou Sinner. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on l'a vu pas forcément chercher à optimiser ses victoires, mais à le voir sortir un petit peu de sa zone de confort pour corriger certaines faiblesses avec un revers un petit peu plus stable. Il essaie d'être un peu plus patient dans l'échange, moins dépendant de ce tout ou rien et de ce batou où il prend énormément de risques et il vise désormais des pourcentages un petit peu plus hauts en retour avec ce retour bloqué. Donc on le voit petit à petit développer des plans stratégiques, le service volé pour mêler à la fois sa puissance et son explosivité. Même si on n'y est pas encore, même si derrière, sur ces matchs, on se dit l'Américain il n'arrive pas à connecter ces 5 neurones là pour être patient, trouver le bon compromis entre agressivité et contrôle, mais il est en pleine construction.
Ça promet du bon, j'ai encore quand même des doutes par rapport à sa place dans le top 10, par rapport à des joueurs un petit peu plus complets, mais sa démarche, je pense, était la bonne et on ne peut pas forcément lui en vouloir. Ensuite, Sinner s'est imposé contre Alexander Zverev 6-4, 6-3. Les deux ont l'habitude de se jouer à Vienne, au Rolex Paris Masters. Et là, où c'est vrai que le score est serré, mais le match l'est beaucoup moins. Sur des surfaces rapides, Zverev, il a quand même plus de points gratuits au service. Son agressivité du fond lui a permis de se créer quelques ouvertures, de se procurer des balles de break. Mais à chaque fois, c'est chirurgical de la part de Yannick Sinner qui arrive à trouver cette bonne première pour sauver ses balles de break. Et au-delà de cette dynamique service-retour, dans les échanges, on voyait clairement que l'Italien était au-dessus parce qu'on a vu l'écart athlétique entre l'Allemand et Sinner. On voit vraiment, depuis cette opération et cette blessure en 2022, que Zverev n'a plus la même capacité à absorber ces longs échanges. Et Zverev, son coup droit l'a lâché dans les moments chauds à 4-5. Il fait 3 grosses fautes en coup droit. Ça l'emmène à 0,40. On se dit c'est vraiment le point de bascule et ce qui fait la différence. Et encore une fois, c'est impardonnable pour un numéro 3 mondial d'avoir de telles lacunes et de subir dans ces moments de pression, dans ces moments chauds où tu dois être capable justement de faire le dos rond et d'être un petit peu plus en contrôle. Alex de Minaur qui a eu sa première victoire aux ATP Finals contre Taylor Fritz 7-6, 6-3. C'était un petit peu inattendu. Mais comme je te le disais précédemment, l'Américain qui a donné beaucoup de jus dans ce match contre Carlos Alcaraz et qui a semblé un petit peu fatigué dans ce match, mais il n'a jamais su retrouver le niveau qu'il avait eu contre l'Espagnol parce qu'on a eu un service qui n'a pas su faire la différence. Son jeu offensif, pareil, était beaucoup trop instable. Là où l'Australien a été clairement étouffant en défense, il a imposé son rythme, ses variations et surtout, il était présent, il était là. Ce qui fait que l'Américain n'a jamais pu installer son coup droit. Il était en permanence bousculé, en retard. Il s'est battu jusqu'au bout. Mais on a eu un Alex de Minaur qui, contrairement à son match contre Musetti, n'a pas tremblé au moment de conclure. Ce qui fait que suite à cette défaite, Taylor Fritz a quitté les ATP Finals, lui qui était finaliste en 2024, avec une saison peut-être un petit peu frustrante pour lui, même s'il a atteint son plafond, parce que ça a mal commencé, des blessures au niveau des abdos, il a retrouvé un second souffle au niveau du gazon. Derrière, ça a été beaucoup mieux, mais finalement, il est à sa place. Et le match qu'on a tous scruté en phase de poule, le Alcaraz-Musetti, où l'Espagnol s'impose 6-4, 6-1 pour sécuriser sa place de numéro 1 mondial. Un démarrage un petit peu timide de la part des deux joueurs, où c'était vraiment un premier set de serveur. Et à 5-4, l'Espagnol va vraiment se réveiller avec un point défensif monstrueux sur balle de 7 et l'écart entre les deux joueurs va clairement se creuser. Le coup droit de l'Espagnol qui est beaucoup plus stable que celui de l'Italien et ensuite deuxième set, rouleau compresseur de la part de Carlos Alcaraz et on va avoir un Musetti qui va craquer de plus en plus physiquement, logique par rapport à ce qu'il a enchaîné à Athènes et cette défaite permet de qualifier également Alex de Minaur en demi-finale. Sur les derniers matchs des poules, Sinner s'impose contre Shelton en 2-7, 6-3, 7-6. Dans un match-up qui malheureusement pour l'Américain continue de tourner dans la même direction. Dans le premier set, Shelton peut nourrir quelques regrets, il n'a pas trouvé son efficacité habituelle au service, alors que Sinner, lui, se faisait régulièrement punir sur sa seconde balle. Entre l'agressivité de l'Américain et quelques errances qu'on a vues chez l'Italien durant toute la semaine, mais grâce à sa première balle, Sinner tient et le danger passe. C'est déjà ce qu'on avait pu voir contre Alexander Zverev. Dans le second set, on revient sur un scénario un petit peu plus classique avec un Shelton qui va retrouver des points gratuits, notamment sur ses engagements, ce qui fait que Sinner va être poussé jusqu'au tie-break, mais la dynamique reste la même. Dans ces moments chauds, c'est vraiment l'Italien qui va faire la différence avec son service, son retour. Et le dernier match des poules qui a été une purge monumentale envoie Félix Auger-Aliassime en demi-finale après sa victoire 6-4, 7-6 contre Alexander Zverev. On a eu un match vraiment tendu, brouillon, mais parfaitement maîtrisé dans les moments clés de la part du Canadien. C'est vrai que c'est un petit peu le troisième homme depuis l'US Open avec cette demi-finale et ses performances en indoor. Et ça fait du bien de le voir confirmer. Il a été solide derrière sa première balle, opportuniste au retour. Et surtout, il a puni un Alexander Zverev beaucoup trop fragile mentalement, incapable de convertir ses occasions avec ses coups droits beaucoup trop erratiques. Cette balle de break ratée contre Sinner, 4 ratés encore contre Félix Auger-Aliassime, là où il peut vraiment s'en vouloir, il n'a pas su faire la différence. Dans la première manche, l'Allemand domine mais craque au pire moment à 5-4. Le deuxième est encore plus chaotique, rempli de fautes directes et de jeux mal gérés au filet. Mais Auger-Aliassime reste le plus propre au tie-break et valide logiquement son billet pour le dernier carré. Donc là encore, on doit faire semblant. Il y en a qui vont nous dire que le tennis va bien en 2025. Mais je rappelle Alexander Zverev qui est numéro 3 mondial, qui a un écart de points monumental avec le numéro 2
qui est Yannick Sinner et faire des performances comme ça où il se frigorifie parce que son coup droit ne veut pas passer dans les moments chauds, il n'arrive pas à faire la différence, à se montrer offensif, c'est indigne d'un numéro 3 mondial. Et c'est un petit peu à l'image de sa saison où ça avait commencé très fort avec une finale, même s'il se fait climatiser en 3-7 par Yannick Sinner à l'Open d'Australie. Derrière, c'est beaucoup plus timide et quand on regarde ses victoires, ses défaites, on se dit quand même qu'il y a un problème. En tout cas, avant de passer aux phases finales, si notre contenu vous plaît, si vous souhaitez avoir un regard plus critique sur le tennis, prenez votre raquette et cliquez sur le bouton pour vous abonner. Activez la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle pastille vidéo. Et nous, on est un média indépendant, c'est pour ça qu'on a ouvert un Tipeee où vous pouvez nous soutenir à la hauteur de vos moyens. Un grand merci à vous si vous faites partie de nos donateurs. Pour les phases finales, on a eu Sinner 2 Minor en demi et Alcaraz contre Auger-Aliassime. Pour la 13e fois en 13 rencontres, Yannick Sinner s'est imposé contre Alex de Minaur. Cette fois-ci, 7-5, 6-2, comme souvent entre ces deux-là. De Minaur joue très bien, parfois même exceptionnellement bien, et ça ne suffit toujours pas. Son premier set est proche de la perfection, une première balle chirurgicale, des slices bien sentis, des montées au filet parfaitement choisies, et une intensité du fond qui aurait fait plier beaucoup d'autres joueurs. Et c'est vrai que sans le service de Yannick Sinner monstrueux dans les moments chauds, l'Italien perd globalement cette manche et ça l'a vraiment sauvé. Mais dès que Sinner trouve une ouverture, tout bascule. Le premier set agit comme un coup de massue. De Minaur baisse d'un demi-ton et face à un joueur comme Sinner, ce demi-ton devient un gouffre. L'Italien monte en puissance, entre dans son rythme et le deuxième set se transforme en démonstration. Dans ce match-up, De Minaur doit travailler 2 fois plus pour gagner un point alors que Sinner peut appuyer exactement là où ça fait mal avec son service, sa puissance. À force de devoir frôler la perfection, l'Australien finit par craquer, son coup droit déborde, ses échanges deviennent trop exigeants. Il n'a jamais les armes pour renverser l'initiative. Ce qui fait qu'on a un Australien qui s'incline de nouveau, mais qui sort clairement avec les honneurs. Il a fait un très bon premier set. Et globalement, c'est un petit peu l'image de sa saison où il a sa place parmi les 8 meilleurs joueurs du monde par rapport à sa régularité. Mais on sent quand même un Alex de Minaur qui a atteint son plafond. Il essaie d'être plus offensif, de mieux servir, mais je vois peu de marge de progression qu'il peut faire en plus pour essayer d'aller chercher ses Alcaraz et Sinner. Et c'est là où il va vraiment bloquer sur les années à venir, où derrière ça va sans doute pousser fort. Et lui, je pense que là, il va plafonner à ce niveau-là, qui est son maximum. De l'autre côté, Carlos Alcaraz rejoint logiquement la finale avec une victoire maîtrisée contre Félix Auger-Aliassime 6-2, 6-4. On a eu droit à une performance parfaitement dans le ton de sa saison, rapide, agressive, et surtout incroyablement adapté aux surfaces indoor. Le premier set est une démonstration pure. Alcaraz qui neutralise totalement la première balle de Félix Auger-Aliassime. Un exploit en soi grâce à un retour d'une qualité délirante au point de gagner plus de points gratuits que le Canadien. Une fois l'échange lancé, son coup droit prend immédiatement l'initiative et derrière, il peut compter aussi sur la diagonale revers où Félix Auger-Aliassime est très friable. L'Espagnol, il va frapper plus vite, plus lourd et surtout avec une précision qui ne laisse aucune marge et même en défense, il l'impressionne. Sa capacité à contre-attaquer à toute vitesse, c'est le vrai cœur de ses progrès sur surface rapide. Dans le deuxième set, Félix, il va s'accrocher, il s'approche même d'une balle de break, mais à chaque fois, son revers va finir par le trahir. Lui qui avait été si clutch contre Alexander Zverev, là il a manqué un petit peu de réalisme dans les fins de set, dans les moments où il pouvait faire la différence. Et un mot sur le Canadien qui a fait une saison en demi-teinte où il avait très bien commencé avec ce titre à Adélaïde, des bonnes performances en indoor, avant de flancher, de devoir repasser par la case Challenger et de revenir à l'US Open pour ensuite finir en trompe sur cette fin de saison avec une place dans le top 5, ce qui est vraiment bon au vu de là où il avait commencé la saison, top 30. Donc là on a un Canadien qui a l'habitude de ces montagnes russes. Je pense que c'est difficile d'avoir un Félix Auger-Aliassime présent du 1er janvier jusqu'à fin novembre, jusqu'aux ATP Finals. Ça m'étonnerait parce que clairement il a des conditions qui vont le favoriser, notamment en indoor. Et derrière, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus irrégulier. Mais franchement, au vu de sa qualité au service, de son coup droit, s'il arrive à stabiliser un petit peu ce côté revers, il peut faire très mal. Ce qui fait que nous avons eu droit au 6e match de cette saison entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner à chaque fois en finale. Et surtout, l'exploit de l'Italien, il est quand même fort parce qu'il va faire un minima final dans tous les tournois majeurs de la saison, les 4 grands chelems et les ATP Finals. Un exploit que seul Djokovic et Roger Federer avaient fait. Donc Novak Djokovic, c'était en 2015 et 2023 et Federer en 2006 et 2007. Donc franchement, chapeau à lui. À rajouter à ça aussi que pour arriver en finale, il n'a pas perdu une seule fois son engagement et il faut remonter à Djokovic en 2018 pour réaliser une telle prouesse.
Et seulement pour la deuxième fois cette saison et la deuxième fois sur les 9 derniers affrontements, Yannick Sinner trouve la parade contre Carlos Alcaraz. Il était favori à domicile chez lui dans des conditions qu'il adore dès qu'on lui met un toit au-dessus de sa tête. Franchement, ce n'est plus le même joueur. On l'a vu vraiment progresser au service depuis l'US Open où il avait eu ce faible pourcentage de première balle et en indoor avec pas de vent. Voilà, moins de variations de hauteur comme ça peut être le cas sur terre battue. On a un joueur extrêmement compact des deux côtés qui asphyxie ses adversaires, qui leur prive de temps et qui va dominer cette dynamique service-retour. C'est exactement ce qu'on a pu voir tout au long de cette semaine et encore en finale avec un Carlos Alcaraz qui avait du mal à contrer un petit peu la puissance de son adversaire qui lui aussi était privé de temps. On l'avait vu contre Taylor Fritz déjà lors de son deuxième match de poule, sauf que Taylor Fritz a flanché physiquement, mentalement. Là, Yannick Sinner, c'est pas du même acabit et l'Italien poursuit sa série folle. Il n'a plus perdu depuis sa finale en 2023, ici même, contre Novak Djokovic. Et je pense que cette victoire peut être un catalyseur pour sa saison 2026, en tout cas quand il rencontrera l'Espagnol, parce qu'on l'a vu le challenger vraiment sur terre battue où il était à ça de prendre Roland Garros. Mais quand on regarde vraiment le bilan comptable des derniers affrontements, il y a quand même un avantage pour Carlos Alcaraz. Donc là, c'était vraiment un impératif pour l'Italien de gagner chez lui dans des conditions qui lui sont favorables. Et derrière, il faut vraiment qu'il s'appuie sur ses ajustements, ce qu'il a montré pour pouvoir le répéter en 2026 et qu'on ait des matchs quand même un petit peu plus accrochés, qui sont moins à sens unique qu'on a pu avoir globalement en 2025 pour avoir des matchs un petit peu plus à l'image de cette finale de Roland Garros où les deux joueurs se rendaient coup pour coup. En tout cas, l'enjeu principal de cette semaine pour Carlos Alcaraz, c'était de sécuriser cette première place mondiale. Ça a été réussi avec ses 3 victoires en phase de poule. Et honnêtement, j'en vois certains des rabat-joie dire « Oui, Alcaraz est numéro 1 mondial » suite à la suspension pour négligence du staff de Yannick Sinner qui l'a empêché de concourir au tournoi durant 3 mois. Et je trouve ça vraiment réducteur. Autant en 2022, quand Carlos Alcaraz finit numéro 1 mondial, c'était beaucoup plus compliqué. On avait un Nadal qui avait remporté 2 grands chelems. On avait également des conditions suite à la pandémie. On ne pouvait pas accéder au tournoi, on n'avait pas forcément les points. Novak Djokovic également n'a pas pu concourir partout. Donc, c'était beaucoup plus une place de numéro 1 mondial avec un point d'interrogation par rapport au contexte de la saison. Là, c'est totalement différent parce qu'on a le Carlos Alcaraz qui a été monstrueux de Monte-Carlo jusqu'à cette vilaine défaite au Rolex Paris Masters, mais derrière, il arrive à enchaîner quand même à Turin. Et ceux qui vont dire, oui, si Sinner avait joué, il aurait pris plein de points sur le Sunshine Double, un petit tournoi par-ci, à Doha par exemple, derrière le début de la saison sur Terre. Oui, c'est vrai, il aurait sans doute pris des points, mais derrière, c'est quand même les vases communicants. Les tournois qu'il aurait disputé, où il serait allé loin, ça lui aurait généré de la fatigue, peut-être qu'il aurait beaucoup joué sur terre battue, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi performant à Roland Garros pour nous offrir ce monument. Derrière, peut-être que ça serait fait ressentir également à Wimbledon, où il n'aurait pas renversé Carlos Alcaraz, qui était le double tenant du titre, etc., etc. Donc avec des « et si », on peut refaire le monde, parce qu'encore une fois, la saison de Carlos Alcaraz, elle est quand même all-time. Et ce, même s'il s'incline en finale contre Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, il a quand même montré tous les ajustements techniques qu'il a opérés sur le premier trimestre, que ça soit au service, en revers, d'avoir un petit peu plus de puissance sur ses engagements, d'être plus compact côté revers pour moins subir. C'est exactement ce qu'il a fait également côté coup droit. Et franchement, tous ces changements, ça a payé quand on voit ces résultats qu'il a pu avoir en indoor tout au long de la semaine. En tout cas, on a encore eu un tournoi décousu avec 2 joueurs qui font clairement la différence et les autres qui sont des figurants, ce qui fait que ça témoigne un petit peu de ce qu'on a vu et vécu en 2025. Je sais que pour beaucoup, ça s'enflamme au terme de cette rivalité qui est superbe, il n'y a rien à dire. Mais bon, on peut s'interroger quand même sur le reste du casting et les performances des autres joueurs qui sont à des années-lumière de celles de Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. En attendant notre bilan sur la saison 2025, on va revenir sur tout ce qui s'est passé chez les hommes et chez les dames. On va attendre d'ailleurs de voir la Coupe Davis. Ce que ça donne, pour patienter, je t'invite à aller voir cette vidéo qui fait un parallèle entre le tennis et la société actuelle. Et tu vas voir qu'il y a quand même des parallèles très intéressants qu'on peut y retrouver.